Bonjour à tous, aujourd'hui on va plonger ensemble dans un moment vraiment fascinant de la culture française, le XVIIe siècle. C'est une époque où l'art et la littérature étaient, on peut le dire, obsédés par une chose, l'ordre. On va donc essayer de décrypter ce mouvement, le classicisme, qui est né sous le règne de Louis XIV, le fameux roi Soleil, et qui a vraiment cherché à imposer la raison et la clarté dans absolument tout. Allez, on commence direct avec une question un peu provocatrice. Imaginez un instant. Molière, Racine, La Fontaine, les plus grands noms de l'époque. Eh bien, ils n'ont jamais su qu'ils faisaient partie d'un mouvement appelé le classicisme. Jamais. Ce mot, en fait, il a été inventé bien plus tard. C'est quand même incroyable, non ? Alors, voici le programme de notre exploration. D'abord, on va voir d'où sort ce nom un peu bizarre. Ensuite, on se penchera sur le contexte historique qui a tout déclenché. Après ça, on regardera de plus près les fameuses règles qui dictaient la création. Puis on ira à la rencontre des stars de l'époque. Et pour finir, on verra ce qui nous reste de tout ça aujourd'hui. Allez, c'est parti! On attaque donc avec cette idée assez folle. Les auteurs classiques ne se sont jamais appelés comme ça entre eux. C'est un nom qui leur a été donné par les générations d'après, un peu comme si on leur avait collé une étiquette dans le dos plus d'un siècle après leur mort. Regardez bien ce décalage dans le temps, c'est ça qui est dingue. Les chefs-d'œuvre y sont écrits dans la deuxième moitié du XVIIe siècle, mais le mot classicisme, lui, il n'apparaît qu'en 1817, sous la plume de Stendhal. Et le plus drôle, c'est qu'au début, pour le mouvement qui a suivi, les romantiques, le mot classique était presque une insulte. Ça voulait dire vieux jeu, rigide, dépassé. Pour vraiment comprendre, il faut revenir à la racine latine du mot classicus. À l'origine, ça n'a rien à voir avec la littérature. Ça désignait le citoyen romain de la première classe, la plus riche, la plus puissante, et surtout celle qui avait fait des études. L'idée d'excellence, de modèle à suivre, est donc restée collée à ce mot quand il est passé dans le monde de l'art. Bon, maintenant, parlons un peu du contexte. Le classicisme, il n'est pas sorti de nulle part. C'est avant tout une réaction contre le mouvement qui le précédait, le baroque. Et à l'époque, le baroque s'était perçu comme un joyeux bazar, une exubérance un peu folle, qu'il fallait à tout prix maîtriser. Là, l'opposition est totale. C'est vraiment le jour et la nuit. D'un côté, le baroque, avec son exubérance, ses émotions qui débordent, son imagination sans limite. Et de l'autre, le classicisme, qui répond par la mesure, la logique, la stabilité. C'est un vrai retour au calme après une sorte de tempête artistique. Et le symbole absolu de cette quête d'ordre, c'est bien sûr le château de Versailles. Chaque allée, chaque bosquet, chaque façade, tout est pensé pour être symétrique, ordonné, maîtrisé. Et attention, ce n'est pas juste une question de beauté, c'est un message politique très fort. Avec Versailles, Louis XIV montre à tout le monde qu'il contrôle la nature, de la même manière qu'il contrôle son royaume. L'ordre du jardin, c'est l'ordre de l'État. D'ailleurs, cette volonté de tout mettre en règle ne datait pas d'hier. Déjà en 1634, le cardinal de Richelieu avait créé l'Académie française. La mission était simple et claire, nettoyer et perfectionner la langue française. En gros, il fallait créer un dictionnaire, fixer des règles et donc préparer le terrain pour codifier aussi la création littéraire. Alors, elles sont comment, ces fameuses règles ? Pour les artistes classiques, la beauté ne vient pas du hasard. Elle naît de la raison et du respect de principes super stricts. L'ambition, elle, était immense. Atteindre une sorte de perfection qui ne vieillit jamais. Créer des œuvres qui parleraient à tout le monde, tout le temps. Tout part de cette devise, plaire et instruire. Le secret, c'est l'équilibre entre les deux. Une œuvre doit être agréable, divertissante, c'est le côté plaire, mais elle doit aussi nous apprendre quelque chose, nous faire réfléchir sur nous-mêmes, sur la société. C'est le côté instruire. L'art, ce n'est donc pas qu'un simple passe-temps, il a une véritable mission éducative. Au théâtre, qui était vraiment le genre star de l'époque, la règle la plus célèbre, c'est celle des 3 unités. C'est facile à retenir. Une seule intrigue principale pour ne pas se perdre, une action qui doit se dérouler en 24 heures maximum, et le tout dans un seul et même décor. Ça peut paraître super contraignant, mais l'idée c'était de rendre l'histoire plus crédible et plus percutante. Et on ajoute à ça 2 autres règles hyper importantes. La vraisemblance, l'histoire doit sembler possible, crédible pour le public de l'époque. Et la bienséance, ça c'est essentiel. Ça veut dire qu'on ne montre rien qui puisse choquer. Concrètement, pas de meurtre sanglant sur scène, pas de gros mots. Il fallait respecter le bon goût du public avant tout. Le grand théoricien de tout ce mouvement, un certain Nicolas Boileau, a parfaitement résumé cet idéal dans une phrase devenue culte. « Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement ». Autrement dit, si tes idées sont claires dans ta tête, tes mots le seront aussi. C'est vraiment ça, le mantra du classicisme. Bon, avec des règles aussi strictes, on pourrait se dire que ça devait être un peu fade. Mais alors pas du tout. Certains génies ont réussi à briller dans ce cadre très serré. C'est le moment de rencontrer les grands noms qui ont marqué cette période et qui ont transformé ces contraintes en un art d'une pureté incroyable. Alors, voici les figures incontournables. On a Molière, le maître absolu de la comédie, Racine, le géant de la tragédie, Jean de La Fontaine et ses fables qui, sous des airs d'histoire pour enfants, cachent une critique féroce de la société.
Et puis, Madame de Lafayette, qui va tout simplement inventer le roman d'analyse psychologique moderne. Rien que ça. Au théâtre, on a vraiment deux mondes qui s'opposent. D'un côté, la tragédie. À la Racine, on parle de rois, de reines, de mythes antiques. On explore des passions dévorantes, et ça se termine rarement bien. De l'autre, la comédie, à la Molière. Là, on est dans la vie de tous les jours, avec des bourgeois, et on se moque de leurs défauts pour essayer de les corriger. Et heureusement, ça se termine toujours par un mariage. Et tout cet art, il cherche à représenter un idéal humain, ce qu'on appelait l'honnête homme. Alors attention, au XVIIe, honnête, ça veut surtout dire équilibré, modéré. L'honnête homme, c'est l'homme parfait de l'époque. Il est cultivé, mais sans se la raconter, il est élégant, il maîtrise ses émotions, il sait tenir une conversation. Bref, c'est un modèle d'équilibre et de bon goût. On arrive à la fin de notre voyage. Mais alors, qu'est-ce qui nous reste de tout ça aujourd'hui ? Eh bien, l'héritage du classicisme est absolument immense. Et souvent, on ne s'en rend même plus compte. Son influence est partout. Les pièces de Molière et Racine sont encore jouées dans le monde entier. On utilise tous les jours des expressions tirées des fables de La Fontaine, parfois sans même le savoir, comme « la raison du plus fort est toujours la meilleure ». L'idée même de construire un raisonnement de façon claire et logique, ça vient en grande partie de là. Et bien sûr, il suffit de regarder l'architecture de beaucoup de bâtiments officiels pour y voir l'ombre de Versailles. Et d'un point de vue plus profond, en mettant la raison au-dessus de tout, le classicisme a en quelque sorte préparé le terrain pour le mouvement suivant, le fameux siècle des Lumières. Les penseurs comme Voltaire ou Diderot vont reprendre cette exigence de rationalité, mais cette fois pour l'appliquer à la critique de la société, du pouvoir et de la religion. Et pour finir, une dernière petite réflexion. On a vu que la règle de la bienséance imposait aux auteurs de ne surtout pas choquer le public. Et ça nous pose une question pour notre propre époque. Est-ce que l'art aujourd'hui, le cinéma, la musique, la littérature, devrait avoir des limites pour ne pas offenser, ou est-ce que sa liberté doit être totale, quitte à déranger, à provoquer, à choquer ? Le débat est loin d'être terminé. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt.